Bon, on va pouvoir commencer la formation introductive à l'intelligence artificielle. Je vais laisser le temps au dernier de s'installer. On va pas tarder plus longtemps. Comme l'a dit Thibaut avant, il y a des gens de Rennes et de Metz qui nous regardent parce que Automatan s'exporte sur les autres campus et parce que voilà, ça serait dommage de réserver nos formations au campus de GIF. Moi, c'est Raphaël Boulet-Duranzo. Normalement, je suis VP Comext d'Automatan, mais je fais également la première formation. Je vous mets mon @Telegram, on utilise Telegram, des gens se sont plaints. Je vous mets mon @Telegram si vous avez des questions, si vous ne voulez pas spammer le channel général pour cette formation-là. Mais de façon générale, si vous spammez le channel, il y aura forcément quelqu'un qui vous répondra. Et au fil de la formation, il y aura plein de petites pauses de temps pour que vous puissiez poser vos questions. Cette formation, elle se fera en 3 parties. La première partie, ça sera l'histoire de l'IA, donc l'IA, le mythe, la légende. Donc on va essayer de faire un peu du mythe sur l'IA. Et ensuite, on va voir l'IA contemporaine, donc on va voir l'histoire jusqu'à aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Dans une seconde partie, on va regarder donc l'histoire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que l'IA. On va essayer de la définir de façon informelle, parce que la formalisation, c'est assez compliqué. Et on va également regarder des problématiques de l'ingénieur en IA. Donc ça va tous nous concerner dans des projets personnels, dans des projets du pôle IA, ou même par la suite dans vos projets professionnels. Et enfin, on va regarder l'IA à venir, donc la réglementation, et on va présenter la suite des formations Automatan. Pourquoi la réglementation? Parce que c'est toujours intéressant de regarder dans un projet ingénieur, est-ce qu'on a le droit de faire des choses ou pas? Et on ne va pas faire des spéculations sur ce que pourra être l'IA dans le futur, parce que ça sort totalement du cadre d'une formation d'1 heure. Donc on va commencer avec l'histoire de l'IA. Et tout d'abord, on va commencer avec le mythe, la légende. Et pour introduire l'intelligence artificielle, je vais raconter un mythe, le mythe de Pandore. Vous connaissez sûrement tous le mythe de Pandore, mais pour moi, il est intéressant parce que c'est un mythe qui date d'il y a plusieurs millénaires. Et déjà à l'époque, les gens se posaient la question, qu'est-ce qui se passerait si on insufflait de la vie on créait de la vie? Et on voit vraiment que l'idée de la création de la vie, la création humaine, ça a été une question qui s'est posée depuis très longtemps. Et ça commence avec le mythe de Pandore, qui est la création d'un être qui est la femme, pour les Grecs. Donc l'histoire, c'est que Zeus, non content que les humains aient acquis le feu, qui avait été volé par Prométhée, ordonne à Héphaïstos de créer un être qui charmerait les hommes et les dompterait. Donc là, vous voyez pourquoi j'ai introduit tout à l'heure, c'est pas très sapèze. Cet être, ce serait la femme. Donc Zeus ordonna à Héphaïstos de se mettre à cette tâche et il s'attela immédiatement. Il commença à créer un être aux formes de déesse. Donc une statue aux formes de déesse. Il demanda à tous les dieux d'Olympe de venir venir lui apporter des présents. Donc Aphrodite lui offrit le charme, la séductivité. Hermès lui donna une voix humaine. Athéna la para de son somptueux vêtement. Bref, tous les dieux d'Olympe vinrent pour lui donner des cadeaux. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Pandore, celle qui a tous les dons. Pandore fut donnée en mariage à Épiméthée, le frère de Prométhée. Et elle tenait à la main une jarre, la fameuse boîte de Pandore. Et un jour, par simple et naïve curiosité, Pandore ouvrit la boîte et il enjaillit tous les maux de l'humanité. Tous, non. Il restant dans la boîte l'espoir, et c'est ça qui permet aux humains de continuer à vivre. Ça, c'est le mythe de Pandore. Et c'est pour moi très intéressant parce qu'on voit déjà qu'il y a plus de 2000 ans, on s'était dit qu'une création de toute pièce dans laquelle on donnerait la vie se retournerait contre son créateur. Et c'est un peu la problématique qu'on se pose en ce moment avec l'IA. Est-ce qu'elle peut se retourner contre nous? Et on voit que c'est une problématique redondante. On ne va pas répondre à cette question ce soir. Mais voilà, c'est amusant de voir que de tout temps, l'homme s'est posé ce genre de questions. L'humanité s'est posé ce genre de questions. Bon, maintenant, on va faire un bond dans le temps de plusieurs millénaires et on va faire une vraie frise chronologique. On va voir un peu comment on en est arrivé à l'IA d'aujourd'hui. C'est en 1950 que naît l'intelligence artificielle avec l'éminent mathématicien et informaticien qui est Alan Turing, qui se pose cette question, les machines peuvent-elles penser? Et cette question, elle n'est pas du tout intuitive à l'époque. Les machines, elles faisaient 3 calculs par heure, c'était des blocs qui faisaient des hangars pour faire une calculette, enfin, c'était pas du tout concevable qu'une machine puisse penser un jour. Mais Alan Turing, précurseur, se pose cette question. Et pour essayer d'y répondre, il design un test, le fameux test de Turing, qui consiste à faire interagir la machine avec un interlocuteur humain dans des conditions bien spécifiques. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas conscient
ne doit pas savoir a priori qu'il parle à une machine ou non. Et si la machine arrive à tromper l'être humain, elle arrive à ce que l'être humain ne se rende pas compte que c'est une machine, alors on pourra dire que la machine est pensante. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune machine qui a battu ce test. Donc c'est un test qui semble être assez puissant pour discriminer les machines des êtres humains. En tout cas, Alan Turing se pose déjà cette question et invente ce test en 1950. 6 ans plus tard a lieu la conférence de Dartmouth, qui réunit tous les plus éminents mathématiciens et scientifiques informaticiens du siècle. Et c'est à ce moment-là que naît le concept de l'intelligence artificielle. Et à partir de là, tout est possible, tout est imaginable. On dit que dans 10 ans, on va découvrir de nouveaux théorèmes mathématiques, que dans 20 ans, on va battre le champion du monde d'échecs. Donc vraiment, on pense que tout va être possible grâce à l'intelligence artificielle. Je le mets ici parce que pour moi c'est important. On a en 1965 Alexei Ivakhenko qui conçoit le premier système de neurones en couche. On dit que c'est le père du deep learning et des réseaux de neurones. Il est ici parce qu'on verra par la suite qu'il y a 2 mouvements qui vont avoir lieu en parallèle, les mouvements des réseaux de neurones et les mouvements des non-réseaux de neurones, les mouvements symboliques. Donc voilà, entre 1956 et 1965, il y a déjà des découvertes, sauf que 20 ans plus tard, on n'a pas battu le champion du monde d'échecs, on n'a pas résolu de théorème mathématique. Et a lieu le premier hiver de l'IA. Les investisseurs se rendent compte qu'ils ont investi un peu dans le vent et ils arrêtent d'investir. Plus d'argent, plus de recherche, on est dans l'hiver de l'IA. Il y a une certaine pause qui a lieu de 74 à 80. Mais en 1980, il y a 2 raisons pour lesquelles l'IA renaît. La première, c'est l'arrivée des systèmes experts. C'est des grosses boîtes comme ceci qui font des calculs de façon plus rapide qu'un être humain, donc c'est utile. C'est des calculs logiques, voilà, on rend toutes les règles qu'on connaît, on met des données en entrée, on espère qu'en suivant les règles, on aura les bonnes données en sortie. Le second point qui vraiment marque ce renaissance, c'est l'investissement agressif des Japonais. C'est-à-dire qu'ils décident de se mettre au sommet de la recherche en intelligence artificielle, en nouvelles technologies, et personne ne veut laisser les Japonais prendre le devant de la scène, donc tout le monde se remet à investir dans l'intelligence artificielle. Et là, 87, second hiver de l'IA, c'est-à-dire que 7 ans plus tard, c'est pas aussi rentable qu'on l'espérait. Les systèmes experts, ils sont extrêmement gros, extrêmement coûteux, il faut des gens extrêmement spécialisés pour les maintenir, bref, c'est pas rentable. Et on commence à choisir d'investir dans des choses à plus court terme. Second hiver de l'IA, plus d'investissement. Mais il y a un mouvement d'irréductible qui est persuadé que l'IA est la solution. C'est le mouvement des connexionnistes. Et on voit que sur cette période, ou même jusqu'à 87, on n'a plus d'argent, il y a quand même des découvertes qui se font dans les réseaux de neurones. Donc en 1980, on a Fukushima qui crée un réseau de neurones artificiel qui est capable de reconnaître des caractères écrits à la main. C'est-à-dire qu'on utilise l'architecture de 1965 pour une tâche bien réelle. Le second cas, c'est en 82 avec Hopfield qui va créer un système de mémoire. Donc on parle de réseaux de neurones récurrents et d'autres choses qu'on peut rajouter par-dessus. Il y aura une formation plus tard dans l'année là-dessus qui permet d'augmenter la profondeur des réseaux de neurones parce qu'il s'avère que plus les réseaux de neurones sont profonds, plus on peut apprendre de choses. C'est le fameux deep learning, apprentissage profond. En 1989, l'éminent scientifique et informaticien Yann Lequin, mathématicien, tout ce qu'on veut, il va utiliser des réseaux de neurones convolutifs. Donc ça, ce sera la 3e formation de rentrée pour reconnaître des caractères écrits à la main de façon plus efficace qu'en 1980. Parce qu'il va utiliser une méthode basée sur les humains. Je vous invite à revenir à la formation là-dessus pour vraiment découvrir cette architecture qui est extrêmement puissante. En 1989, Watkins va introduire le concept de Q-learning, qui est un concept essentiel pour l'apprentissage par renforcement qu'on verra juste après. Et on commence à avoir une sorte de convergence dans les domaines de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le Q-learning rapproche de l'IA symbolique, donc l'autre mouvement, et rapproche d'autres pensées dans le milieu de l'intelligence artificielle, et on commence à avoir des grandes convergences dans le domaine. Et en 1993, Schmid-Huber, je ne sais pas le prononcer, va créer un réseau de plus de 1000 couches, donc là, on peut réellement parler d'apprentissage profond de deep learning. Et on voit que les progrès ils ont eu lieu pendant le second hiver de l'IA. Il y avait un petit cluster de scientifiques au Canada qui continuent à faire de la recherche et qui ont permis vraiment le progrès dans le domaine. On est en 93, fin du second hiver. L'IA ne va pas revenir sur le devant de la scène, on ne va pas refaire des grandes prédictions. Par
contre, l'IA elle va devenir extrêmement puissante dans des milieux extrêmement précis. On va vraiment parler d'IA spécialisée. On n'aura plus notre ambition à faire de l'IA générale comme on pourrait avoir avant. On va revenir sur la définition de des termes juste après. L'IA devient extrêmement spécialisée dans la reconnaissance d'images, même si on verra par la suite que c'est plus tard encore, mais surtout dans la récupération de données, dans les moteurs de recherche. L'intelligence artificielle a réellement sa place dans des milieux très restreints. Mais en 1997, l'IA revient sur le devant de la scène avec Deep Blue qui bat Garry Kasparov aux échecs. Et là, ça bouleverse la Terre entière. L'IA fait preuve d'intelligence humaine, parce qu'un champion du monde d'échecs, c'est le summum de l'intelligence pour la majorité des gens. Les échecs, c'est réellement quelque chose où il faut être intelligent pour gagner. Et l'IA est capable de battre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, aux échecs. Et là, forcément, ça marque l'esprit. Sauf que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que l'ordinateur utilisé par Deep Blue est des milliers au moins de fois plus puissant que les ordinateurs d'il y a 50 ans, puisqu'il n'y en avait presque pas. Alors que les théories qui ont été utilisées pour battre le Garry Kasparov avaient déjà été inventées il y a 40 ans. C'est juste qu'entre-temps, on a fait des progrès immenses en puissance de calcul qui vont continuer par la suite et jusqu'à l'IA d'aujourd'hui. En 98, là il y a un beau schéma qui n'est pas très compréhensible que vous comprendrez dans la formation de demain, qui est la descente de gradient stochastique notamment, et qui nous permet de vraiment ne plus avoir de limite en termes de puissance de calcul. Ça veut dire qu'on va pouvoir accélérer nos calculs et faire des choses de plus en plus grandes, parce que l'IA c'est souvent lié à la donnée, et plus on a de données, plus on peut apprendre de choses, sauf que plus on a de données, plus il faut de puissance de calcul. Là on commence à s'affranchir petit à petit des problèmes de puissance de calcul. Par la suite, il y a un grand bond en avant, on va avoir des challenges qui vont être lancés à la communauté d'intelligence artificielle. Le premier challenge, c'est ImageNet en 2009. C'est un challenge où on réunit des millions d'images. Aujourd'hui, il y a 14 millions d'images, je crois. Tout étiqueté, c'est-à-dire que s'il y a une image de chien, en dessous, on va écrire que c'est un chien. Et l'objectif, c'est de battre ImageNet, c'est-à-dire d'avoir l'IA qui a la meilleure précision sur cette base de données. En 2011, donc 2 ans plus tard, c'est l'AlexNet qui va avoir les meilleures performances sur ce jeu de données. L'AlexNet, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de neurones. Donc là, vraiment, on va lancer les réseaux de neurones qui utilisent l'architecture des réseaux de neurones convolutifs inventée par Yann LeCun en 89 et qui va obtenir les meilleures performances. Un truc amusant sur ce dessin, qui a l'air extrêmement compliqué, je suis bien d'accord, c'est qu'on a l'impression comme ça qu'il est séparé en 2 lignes et à la fin, c'est réuni. En fait, c'est juste que c'est un réseau de neurones qui a dû être coupé en 2 parce que les processeurs, les cartes graphiques de l'époque n'étaient pas capables de le tenir en entier dans la carte graphique. Aujourd'hui, ce réseau, il tient dans mon ordinateur sans problème. Et on voit que ça, il y a seulement 10 ans. En 10 ans, on est capable de faire d'un tout petit réseau, pas forcément très lourd, hein, c'est pas compliqué aujourd'hui, à des réseaux qui sont vraiment gigantesques et qui obtiennent des performances beaucoup plus importantes sur ImageNet. Donc voilà, là on est en 2011 et c'est un peu l'AlexNet qui va lancer le succès et vraiment c'est vraiment à ce moment-là que les réseaux de neurones vont venir au top de la scène, parce qu'avec l'ImageNet, on s'est rendu compte que, notamment dans le traitement d'images, il n'y avait rien de plus efficace. Donc voilà, on est en 2011, on a atteint l'IA contemporaine, c'est-à-dire qu'à partir de là, on parle de réseaux de neurones, on a une puissance de calcul qui augmente de façon incroyable, avec notamment les avancées en carte graphique, dont vous êtes sûrement au courant. Et donc on arrive dans 2011 avec les derniers succès de l'intelligence artificielle. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Sinon, on va continuer l'histoire. Ok. On va continuer donc avec l'histoire et surtout avec les derniers succès de l'intelligence artificielle. Donc jusque-là, on tâtonnait, voilà, on essayait des trucs. À partir de 2011, vraiment, ça s'accélère. En 2012, on a The Cat Experiment. L'idée, c'est d'apprendre à reconnaître des images de chats sans dire à l'IA qu'elle regarde des chats. C'est-à-dire que contrairement à ImageNet, où chaque image est étiquetée, c'est-à-dire qu'une image de chat, on dit que c'est un chat, ici, le réseau de neurones, mais notamment l'IA, n'a pas accès au contenu de l'image et elle apprend par elle-même à détecter qu'elle voit des chats. En 2014, on a Facebook qui lance un programme de reconnaissance faciale et qui obtient des performances des précisions de plus de 97%. Ce qui est phénoménal, surtout qu'on se rend compte qu'en 2011, on a utilisé pour la première fois des réseaux de neurones pour du traitement d'images. 3 ans plus tard, on l'utilise dans l'industrie. C'est du jamais vu un délai aussi court entre la recherche
et le passage à l'industrie. Et on verra que dans les années 2019-2020, le délai était de même pas quelques mois. Donc voilà, en 2014, on a le Facebook qui fait ça. En 2016, nouveau événement marquant, comme quoi c'est toujours dans les jeux. AlexGo, le AlphaGo, bat Lycédold au Go. Lycédold, c'est le champion du monde de Go. Et en 2016, on pensait qu'il restait bien une douzaine d'années avant que l'IA batte le champion du monde de Go. En 2016, DeepMind l'ont fait et ils bouleversent la communauté internationale parce qu'ils ont été capables de cette prouesse. Et à partir de là, ça s'accélère. Je vais faire un saut à 2019 pour comparer avec 2016. En 2019, on va commencer toujours par DeepMind. Cette fois-ci, ils battent les champions du monde de StarCraft 2 avec l'IA qui s'appelle AlphaStar. Petite remarque, 2016, AlphaGo, il prend une décision toutes les 1 à 2 minutes. AlphaStar, il prend 3 décisions par seconde. En 3 ans, on a passé d'un jeu en temps réel avec adversité en temps réel, enfin le Go où il fait 1 à 2 minutes pour chaque décision, un jeu où on prend 3 actions par seconde en même temps, et même je crois qu'il fallait brider l'IA pour que ça atteigne, que ça soit un peu au même niveau que les champions du monde. Voilà, et on a encore une fois, là on va pas, l'IA a joué un peu contre elle-même, elle a testé, et comme ça elle a appris à jouer grâce avec sa méthode d'AlphaStar. Et voilà, on a réuni un peu les meilleures méthodes d'intelligence artificielle de l'époque dans AlphaStar pour battre StarCraft. Donc voilà, on voit l'évolution dans les jeux. On voit également l'évolution dans la taille des réseaux de neurones et pour les applications. Donc là, en 2009, on a GPT-2. GPT-2, à l'époque, c'est le plus gros réseau de neurones qui est une IA de traitement du langage. C'est-à-dire qu'on met notamment un début de phrase, un début de texte, et l'IA complète l'histoire. Donc là, l'exemple très connu, c'est qu'on dit à l'IA, les scientifiques ils vont dans telle région et ils voient des licornes. Et l'IA, elle continue l'histoire. C'est-à-dire qu'elle va nommer les licornes d'Ovide à cause de leurs cornes distinctives. Elle va dire que ces licornes parlaient anglais, que le scientifique nommait avec un nom latin parce qu'elle avait compris qu'on se trouvait dans une région d'Amérique latine. Il commence à expliquer comment ils auront découvert les licornes, etc. Bref, l'IA raconte une histoire et on se dit, l'IA, elle devient plus forte que nous sur les jeux, elle est au moins aussi créative parfois que nous. Bref, on voit en 2019 vraiment que l'IA, elle fait preuve, elle a beaucoup de capacités, elle peut faire beaucoup de choses. Et ça ne s'arrête pas parce qu'on est en 2019, entre 2019 et 2021, ça continue à augmenter, à s'accélérer. Donc voilà, ça c'était pour 2019. On va passer en 2020 avec GPT-3. GPT-3, vous en avez sûrement entendu parler. Donc je commence à mettre les mois parce que sinon ça n'a plus de sens, tellement ça va vite. Vous en avez sûrement entendu parler, GPT-3. C'est un mastodonte, une super IA, capable de faire plein de choses. Et parmi les choses que ça peut faire, ça peut notamment communiquer avec nous. C'est-à-dire que là, on est dans un jeu vidéo, mode box, voilà. Là, le bonhomme, le monsieur, il est en réalité virtuelle, il intercepte un passant. Et il dit « Et toi, où est-ce que tu vas ?» Et le monsieur, là, enfin, l'IA, il lui répond et dit « Je vais à la mairie, c'est dans cette direction, tu peux pas le manquer, c'est le grand bâtiment avec des grandes arches, etc. » Je vous invite à regarder la vidéo GP3 jeux vidéo, vous tomberez sur celle-là. Le truc, c'est que le script du gars, il est écrit par OpenAI GPT-3, la voix du gars a été générée artificiellement par une IA. Bref, ce gars n'existe pas, mais parle avec nous en temps réel, comme si c'était un autre joueur. Surtout qu'après, il se retourne, le monsieur, et il intercepte un vendeur de hot dog. Il fait « Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu vends ?» Et le vendeur de hot dog, il dit « Je vends 3 types de hot dogs. Je vends des hot dogs piquants, pas piquants, moyennement piquants. » Il commence à donner les prix et tout, et on se dit « C'est ouf. » La place dans un jeu vidéo, dans un RPG dynamique, ça serait incroyable d'utiliser ce leur dire, ou pour des chatbots, ça serait incroyable d'avoir des interactions beaucoup plus vivantes avec une IA. On va continuer dans les succès d'OpenAI GPT-3. Le second succès, c'est DALL-E. Ça aussi, vous avez peut-être déjà vu. Le principe, c'est qu'on rentre en entrée de DALL-E une phrase du type, ce qu'on veut, du type une chaise en forme d'avocat. Et ça, c'est pas des images qui ont été trouvées sur Internet. C'est des images qui ont été générées par l'intelligence artificielle avec seulement la requête qui a été donnée par l'utilisateur. Et là, on se dit, ouais, il y a des applications pour les designs, pour le design, pour les architectes, il y a plein d'applications et ça
ça prend un peu le rôle des gens qui sont censés être créatifs. C'est un peu flippant, mais ça a des applications phénoménales pour tout ce qui va être brevet par la suite. En ce moment, il y a un débat sur les brevets des IA. C'est hyper intéressant, mais on voit surtout que une IA est capable de produire juste avec une requête. Et une autre requête qu'on pouvait donner, c'était un radis noir en tutu qui promène son chien. Je vous invite à taper ça sur Google, OpenAI GPT-3. Vous allez voir des images assez amusantes qui ont été générées de façon totalement par l'IA, sans chercher dans sa base de données. La troisième chose que je vais présenter, et on revient un peu aux sources de GPT-3, c'est le langage. Un article de The Guardian qui a été écrit entièrement par GPT-3. Et le titre de l'article est assez amusant. Un robot a écrit cet article en entier. Êtes-vous effrayé, humain? C'est juste trop drôle. Et surtout, le plus intéressant, c'est qu'ensuite, en bas de l'article, ils expliquent un peu le processus de création de l'article. Et ils expliquent qu'ils ont suivi le même processus de création que pour un auteur normal. En demandant à GPT-3 d'écrire plusieurs textes, en récupérant les phrases les plus intéressantes pour écrire l'article avec l'idée de l'article général. Et donc c'est juste ouf de se dire que GPT-3 a été capable d'écrire un article également. Bon, est-ce qu'il faut avoir peur de GPT-3? Je pense pas. On est encore très loin de tout savoir faire et il n'a pas passé le test de Turing, donc ça veut dire que c'est pas encore une IA pensante. Mais il y a plein de vidéos où l'IA va dire oui, j'ai des sentiments. Donc c'est très amusant et je vous invite à regarder les vidéos sur YouTube. Ok, ensuite on va continuer avec les succès de 2011 à aujourd'hui. On est en 2020, en juin 2020. On va revenir un peu en arrière avec, en janvier 2020, AlphaFold de DeepMind. Ça c'est moins spectaculaire, mais ça a des applications extrêmement importantes également. C'est-à-dire que AlphaFold 2 va obtenir des précisions de 95% et plus sur le problème de repliement des protéines. Ça, c'est des implications phénoménales, dans le sens où actuellement, pour connaître la forme d'une protéine, il faut utiliser des méthodes de cristallographie, de physique, j'ai tout oublié de la prépa. C'est coûteux, ça prend du temps. AlphaFold, on lui met la séquence de la protéine et il nous donne la forme. Ça a des applications phénoménales pour la création de vaccins, de nouveaux médicaments, parce qu'on va pouvoir réellement connaître la forme et pouvoir s'en servir pour créer des nouveaux médicaments. Et ça va accélérer la recherche, surtout que les scientifiques estiment que la pression d'AlphaFold est au moins rentre dans les normes de celles des méthodes physiques. Et donc ça montre qu'avec de l'IA, on peut faire ce genre de choses qui nous permettent d'accélérer la recherche en médecine. Un autre exemple de 2021 cette fois-ci, c'est le OpenAI Codex avec le GitHub Copilot. Le principe, c'est qu'on va rentrer en entrée le nom de la fonction et on peut donner une petite description de ce qu'elle fait. Et l'IA écrit le code. C'est à se demander si finalement les premiers métiers qui vont disparaître à cause de l'IA, c'est pas les programmeurs et les data scientists. Bon, j'espère que vous êtes là pour apprendre l'IA quand même. Il y a quand même de l'avenir, je vous rassure. Mais voilà, ça c'est deux applications très récentes de l'intelligence artificielle et on voit que c'est phénoménal. On se demande où on va s'arrêter. Et on va s'arrêter, ça dépend également de la ligne en dessous, avec nos investisseurs privés et ceux qui donnent de l'argent dans la recherche. Parce que si l'IA peut autant avancer, c'est notamment parce qu'il y a des grandes entreprises privées comme Nvidia qui vont permettre d'accélérer, c'est leur nouvelle devise, d'accélérer la recherche en intelligence artificielle en créant des cartes graphiques de plus en plus puissantes. On va avoir Microsoft Azure et tous les systèmes de cloud computing où on peut délocaliser notre calcul à l'étranger dans des gros hangars avec beaucoup de ventilation, voilà, qui polluent énormément, mais qui nous permettent de faire beaucoup plus de calculs. Et on va avoir des entreprises comme Alphabet qui fait un peu les deux et qui peuvent mettre des millions, 500 millions d'euros par an dans DeepMind et entreprises à perte. Enfin voilà, on se dit qu'il y a tellement d'argent dans le domaine que c'est normal que la recherche avance si vite. C'est tout pour l'histoire de l'IA. Est-ce que vous avez des questions, des retours sur cette partie? Avant qu'on présente de façon informelle, maintenant que j'essaie de vous mettre un peu l'eau à la bouche, de vous montrer tout ce qui était possible de faire, on va essayer de définir de façon non formelle ce que c'est l'intelligence artificielle. C'est bon? Ok. Est-ce qu'on a des questions en live? Ok. Donc on va commencer avec qu'est-ce que l'IA? Je ne vais pas répondre de façon formelle du coup, mais on va essayer au moins d'avoir une idée de ce que c'est. Pour ça, je vais me baser sur deux définitions. La première, c'est celle du site d'IBM, et la seconde, c'est celle d'Alan Newell, un prix Turing. Le site d'IBM dit que le terme d'intelligence artificielle
se réfère à toutes sortes d'intelligences humaines qui seraient mises en avant par un ordinateur, un robot ou toute autre machine. Et j'aime cette définition juste pour le toute autre machine, parce chez les automatons, on a une IA en boîte en carton, où on joue, c'est une IA pour nous battre au morpion, et on joue contre elle, elle va apprendre avec des petites billes, et on utilise juste un ordinateur parce qu'il y a beaucoup trop de boîtes et pour trouver la bonne. Mais c'est les boîtes en carton qui apprennent. Donc voilà, l'IA, c'est pas forcément un ordinateur, c'est juste qu'aujourd'hui, on utilise tellement de données, des téraoctets de données dans certains datasets, que sans un ordinateur, on ne peut pas tout faire à la main. C'est pas possible. La seconde définition, c'est que l'IA est le secteur de recherche, et je m'arrête tout de suite, c'est un secteur de recherche. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, l'IA, c'était une branche des mathématiques, puis on pourrait dire que AlphaFold, c'était une application de biologie. Non. Aujourd'hui, l'IA, c'est réellement un secteur de recherche, et même les sous-domaines de l'IA sont des secteurs de recherche à part entière, tellement il y a de papiers scientifiques qui sont publiés tous les jours. Voilà, donc c'est vraiment des secteurs à part entière, et c'est un secteur qui devient prédominant, presque. Donc voilà, l'IA, c'est un secteur de recherche qui est dédié à la construction d'artefacts qui sont intelligents. Et là, Alan Howell va tenter de définir ce que c'est l'intelligence en pratique, et il va dire qu'en pratique, c'est mis en pratique à travers des tests d'intelligence et 2 tests de capacité mentale, des tests mécaniques, notamment donc des tests mécaniques, on pourrait se demander les robots, voilà, et des tests de créativité, on peut se demander est-ce que GPT-3 avec DALL-E ou le monsieur qui parlait, est-ce qu'il n'y a pas de la créativité derrière? C'est extrêmement dur à juger, c'est un problème philosophique, on ne va pas l'aborder là. Et je vais donner un autre, voilà, donc là les 3 exemples que je donne, c'est le quadrupède du MIT et de Facebook qui apprend à marcher dans n'importe quelle situation. Donc là, on voit forcément les usages dans les catastrophes, etc. Mais à aucun moment, le quadrupède il va jouer au Go contre nous. De la même façon, le jeu de Go, à aucun moment, il va faire une balade avec nous. Et là, ce que j'essaie de voir, c'est un troisième point de l'intelligence artificielle, c'est que les IA sont souvent extrêmement spécialisées. Donc si je récapitule, l'IA c'est pas forcément fait par un ordinateur, c'est n'importe quelle machine. L'IA c'est un secteur de recherche. Maintenant on va voir la différence entre intelligence artificielle spécialisée et intelligence artificielle générale. Actuellement on est des intelligences artificielles spécialisées, c'est-à-dire qu'on sait se promener, on sait jouer au Go, on sait répondre à des questions, mais on n'est pas capable de tout faire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire avec GPT-3. Et donc l'IA spécialisée, c'est une IA qui est extrêmement forte, qui peut même être surhumaine, on l'a dit au jeu de Go, mais qui n'est pas capable de tout faire. Et on pourrait définir l'intelligence artificielle générale comme une intelligence qui est au moins au niveau de l'être humain dans tous les domaines, sachant qu'en pratique, il y a plein de questions. Est-ce que si elle l'atteint avec la puissance de calcul, elle ne le surpassera pas immédiatement? Encore une fois, ça c'est des problèmes qui relèvent plus de la philosophie aujourd'hui. Mais voilà, donc là c'est les 3 points de ce slide. C'est un peu n'importe quelle machine, c'est un secteur de recherche, et on a encore une grosse distinction entre l'IA spécialisée et l'IA générale. Le 4e point de la définition que je vais donner aujourd'hui, c'est la différence entre une IA qui apprend et le machine learning. Donc une IA qui n'apprend pas et le machine learning. Souvent on ne fait pas la distinction, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que si on représente l'intelligence artificielle sous la forme d'une grande boîte comme ceci, on va pouvoir distinguer 2 catégories, les IA qui n'apprennent pas, tout d'abord, et les IA qui apprennent. Parmi les IA qui n'apprennent pas, on a l'IA symbolique. Donc l'IA symbolique, ça va être par exemple la grosse boîte qu'on avait vue tout à l'heure, où on va programmer toutes les règles, on va lui donner une entrée, et on espère qu'en sortie, elle nous donne ce qu'on veut. Quand on utilise des règles de physique, c'est un peu la même chose. Voilà, on utilise des symboles, c'est par suite d'opérations logiques. On oppose souvent ça à l'IA qui apprend, donc au machine learning. Machine learning, l'idée derrière, c'était aussi pensé par Alan Turing, c'était que un cerveau humain, une intelligence artificielle générale, ça demanderait des millions de lignes de code, des milliers d'ingénieurs, c'est pas concevable. Voilà, il y aurait tellement d'erreurs dans le code, c'est impossible à faire avec juste des règles. Mais, chez les êtres humains, le bébé, il a une architecture qui lui permet d'apprendre. C'est-à-dire qu'un cerveau humain est plastique, il est capable d'apprendre. Et si on arrivait à créer cette architecture dans un ordinateur, peut-être qu'on atteindrait des machines qui pensent, qui était un peu l'objectif d'Alan Turing. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait la distinction entre les deux, parce que là on va définir une architecture, il y a plusieurs types d'architecture qui nous permettent d'apprendre des choses, et donc on va pouvoir parler d'apprentissage machine, ou d'apprentissage automatique dans d'autres contextes. Dans l'apprentissage machine, par contre, on va distinguer encore 3 catégories, donc 3 situations qui se posent, et là c'est important de les connaître et de les comprendre, parce que ça peut se poser à vous dans vos projets personnels, des projets d'intelligence artificielle.
Ces trois catégories sont l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Et je vais faire une présentation des trois tout de suite. Je vais vous économiser 1h30 d'un cours de stats et apprentissage au second semestre. Et là-dessus, je vous ai parlé depuis tout à l'heure de réseaux de neurones, de deep learning. Où on le met? En fait, les réseaux de neurones, c'est un outil qu'on va mettre de façon transversale dans les trois domaines du machine learning, voire plus si affinité, il y a sûrement un peu de place par-ci par-là. Et donc c'est un outil qui va être extrêmement puissant parce que c'est une architecture qui est transversale à tous les problèmes de machine learning quasiment, et qui nous permet d'apprendre comme ça, simplement en changeant des petits paramètres. Je vous invite à venir à la formation de demain soir. Donc voilà, on va voir les trois catégories maintenant. Est-ce qu'il y a des questions avant que je commence à présenter les trois catégories? Non? Ok. Donc la première catégorie, c'est l'apprentissage supervisé. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage supervisé? Voilà, on prend des images avec des chiens, par exemple, et on étiquette. On dit, sur cette image, il y a un chien. On rentre notre jeu de données, donc en pratique, il y a des millions d'images, des milliards d'images, tout ce qu'on veut. On le rentre dans notre boîte, qui sera présentée demain en formation. Et on demande à la boîte de nous prédire en sortie, est-ce que sur cette image il y a un chien ou est-ce qu'il y a un train? On lui dit qu'il y a deux possibilités et elle apprend qu'il y a un chien ou qu'il y a un train. Là, pour l'apprentissage, il y a un système de professeur-étudiant. C'est-à-dire que notre étudiant, il va voir cette image, on lui cache au début l'information, il voit l'image. Il essaie de prédire, est-ce que je vois un chien ou est-ce que je vois un train? S'il dit, je vois un train, il y a un professeur qui lui dit, non, non, tu as vu un chien, réapprends, enfin, va dans l'autre sens. Si par contre, il prédit un chien, il y a un professeur qui lui dit « Ok, c'est bien, tu as bien prédit un chien ». On continue comme ça. Et on réitère cette opération sur tout le jeu de données, sur donc, les 14 millions d'images de ImageNet, par exemple. Et on espère qu'à la fin, notre IA, lorsqu'on lui met juste un carré avec des pixels, s'il y a un chien dessus, elle est capable de prédire qu'il y a un chien. Donc voilà, ça c'est pour l'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, on va prendre le même exemple, sauf que cette fois-ci, on enlève les étiquettes. Ça veut dire qu'on a des images de train et des images de chien, mais on ne dit pas à l'IA ce que c'est. Ici et là-bas non plus. Donc l'IA, elle est juste accès aux pixels, et à partir du pixel, a priori, c'est extrêmement dur de faire la distinction. Donc on va rentrer nos pixels dans notre boîte, donc voilà, il y a des dizaines de milliers, des millions d'images, et on espère qu'en sortie, avant, on lui a dit qu'il y avait deux possibilités, mais on ne lui a pas dit ce que c'est, on n'oriente pas son choix. Et on espère que par elle-même, elle soit capable de distinguer des caractéristiques importantes sur les images pour éloigner au maximum les images. C'est-à-dire que là, on espère que l'IA apprenne à détecter les petites pattes du chien, les petits yeux, la petite truffe, etc. Et on espère que l'IA, elle apprenne à détecter qu'il y a des vitres sur un train. Ça se passe dans le réseau de neurones. Mais à terme, on espère comme ça qu'on puisse remplir nos classes avec des choses qui sont distinctes. Et parce que dans notre dataset, a priori, on savait qu'il y avait des choses distinctes. Mais on ne dit pas à l'IA pendant l'entraînement que ça c'est un chien et que ça c'est un train. C'est à elle de le trouver. Le troisième type d'apprentissage, c'est l'apprentissage par renforcement. Il y aura du temps pour les questions juste après parce que ça peut être compliqué. Donc juste avant, l'apprentissage par renforcement, le principe c'est qu'on a un agent. Donc l'agent, c'est une conscience, c'est un centre de décision, c'est un humain, c'est un robot, c'est un chien. Notre agent, oui, il y aura une blague récurrente avec le chien, je pense, toute cette formation. Donc notre agent, il est dans un environnement. L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas l'agent. Donc ça peut être, voilà, c'est vraiment tout ce qui n'est pas dans l'agent, tout ce qui n'est pas le centre de décision. La particularité de l'apprentissage par renforcement par rapport aux deux autres types d'apprentissage, c'est qu'ici l'agent, il peut prendre des actions dans l'environnement. Et en prenant des actions, il modifie l'environnement. C'est-à-dire que si je donne un coup dans mon sac, l'environnement est modifié. Mon sac n'est plus à la même position. Contrairement à l'apprentissage supervisé et non supervisé, où un chien, une fois qu'on est passé dessus, ça reste la même image, et elle reviendra plus tard. Ici, l'environnement change. Et en fonction de si mon action va dans le sens de mon objectif, qui est fixé par le créateur de l'intelligence artificielle, on donne une récompense à notre agent. On va prendre un exemple très simple pour bien comprendre ce schéma qui peut être un peu abstrait. On va prendre un chien. J'avais dit qu'on verrait souvent des chiens. Un chien, voilà, c'est un petit chiot, il est mignon, et on lui demande d'apprendre à donner la patte. Donc on se penche et on lui dit, vas-y, donne la patte. Le chien, à la base, il n'a aucune idée de ce que vous lui dites. Il parle le chien, il ne parle pas du tout le français.
il va rien faire. Et là, vous avez le choix. Alan Turing, il avait dit qu'on faisait de l'apprentissage par plaisir-souffrance. Bon, il n'a pas donné la patte. On pourrait lui donner un coup de bâton, on peut rien lui donner également. Donc on va retenter la chance. Là, il avait une chance sur 2, ou un peu moins. On lui demande de donner la patte. Et là, cette fois-ci, il donne la patte. On lui donne une croquette. Le chien, ça tourne dans sa tête. Il se dit, quand je lui donne la patte, il me donne une croquette. Quand je lui donne pas la patte, il me frappe. Bon, bah, je vais donner la patte. Et voilà, on a appris à notre chien. Quand on dresse un chien, on lui apprend par renforcement à donner la patte. Et c'est un exemple très bête, et en pratique, c'est ça qu'on essaie de faire avec l'apprentissage par renforcement. Et on verra que les applications, c'est le jeu de Go, StarCraft, etc. Donc voilà, c'est les 3 types d'apprentissage. Je vais donner encore des exemples avant de vous laisser poser des questions. Dans l'apprentissage supervisé, on pourrait par exemple prendre les caractères écrits à la main, les fameux, où on a des images, on a des labels, et on vous demande de prédire le chiffre qui est écrit sur l'image. Ça, ce sera un des premiers TP de réseau de neurones, si je ne me trompe pas. L'apprentissage non supervisé, souvent, on y pense quand on pense aux algorithmes de recommandation, à YouTube, Netflix, Spotify. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de comment classer nos individus. C'est pas parce que 2 personnes regardent la même vidéo que forcément elles sont en commun, elles ont tout en commun. Par contre, on peut se dire que sur mes 3 milliards d'utilisateurs, il y a un millier de classes qui sortent du lot. C'est pas parce que 2 personnes aiment la science-fiction qu'il n'y en a pas un qui regarde de la danse et l'autre des robots à côté. Et peut-être qu'ils vont pas avoir des goûts en commun. Mais on se dit, il y a un millier de types d'individus. Et donc on demande à l'IA, sachant toutes les caractéristiques modulo la confidentialité des données, mais selon toutes ces caractéristiques, classe-moi mes individus, et ensuite, une fois qu'ils sont dans la même classe, on va leur recommander des vidéos similaires. Et le 3e type d'apprentissage, donc on va pas mettre un chien, cette fois-ci on va mettre Mu0. Mu0 qui a été une des IA assez célèbres parce qu'elle a été surhumaine aux échecs, au Go, au shogi, à tous les jeux Atari, bref. Voilà, elle avait appris à jouer un peu à tout, du moins tout ce qui peut être joué par une IA actuellement, on verra, enfin, si vous venez aux formations de RL, on verra que Minecraft, c'est pas encore battable par une IA. Donc voilà. Et ben voilà, là, par exemple, sur ces jeux-là, elle a juste joué contre elle-même, et à la fin, elle était invincible. Donc voilà, ça c'est les 3 types d'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez des questions sur ces 3 types? C'est pas forcément si évident. Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions de l'autre côté de la France? Non? Ouais. ImageNet, c'est juste une grande banque de données. Oui. La question c'était, qu'est-ce qu'on fait sur ImageNet? Ok. ImageNet, c'est une grande banque de données avec plein d'images. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une image de 5 avec un label 5, on a une image de chien avec un label chien. On a une image d'avion avec un label avion, une image de train avec un label train, et ainsi de suite. Il y a un millier de classes, donc un millier d'étiquettes à prédire, et en tout, on a 15 millions d'images qui ont toutes une étiquette. Et donc le but, c'est d'avoir le meilleur score, donc la meilleure précision, sur tout le dataset. Et c'est ça l'objectif du challenge. Mais de base, ImageNet, c'est un dataset extrêmement grand où on veut prédire le plus de choses possible, donc les 1000 classes. Ça répond à la question? Ok. Je vais continuer, du coup. Donc maintenant qu'on a défini ce que c'était l'intelligence artificielle, on va voir en pratique comment ça s'intègre dans notre projet personnel. Donc là, c'est 3 catégories qu'il faut savoir reconnaître dans un projet. C'est pas si facile des fois. Et ensuite, une fois qu'on les connaît, on va voir comment on fait une intelligence artificielle. Donc ça, c'est la suite avec les problèmes de l'ingénieur en IA qui peuvent se poser dans mon projet personnel. On va commencer avec une sorte de pipeline, voilà, de création. Et chaque point est intéressant, mais on ne va pas tous les voir ce soir. Tout d'abord, il va falloir définir le problème. La définition du problème, c'est extrêmement important parce que souvent, lorsqu'on fait l'IA, on se dit « Allez, je suis en IA, je suis dans mon propre secteur de recherche, tant que j'ai un bon score à la fin, ça me va. » Sauf que c'est quand même important de savoir pourquoi on fait notre recherche, pourquoi on fait de l'IA dans un domaine en particulier. C'est-à-dire que si on fait de l'immobilier, il faut avoir des connaissances sur l'immobilier pour bien choisir les données qu'on va obtenir, on va récupérer. Si on fait un problème de rempliment des molécules, il faut avoir une idée de ce que c'est une molécule pour savoir comment ça interagit entre elles et comment on va pouvoir modéliser une molécule, par exemple. Donc voilà, il faut bien définir le problème parce que sinon on ne va pas aller loin. Une fois qu'on a défini le problème, on peut acquérir notre dataset, c'est-à-dire qu'on sait de quoi on a besoin.
Donc on va récupérer notre dataset. Ça, c'est le premier point qu'on va aborder dans cette partie. C'est que la data, c'est extrêmement important. C'est vraiment la force des entreprises, des grandes entreprises aujourd'hui. Et sans la data, on va avoir du mal à faire de l'IA de façon générale. Donc ensuite, on va choisir notre modèle, modèle, implémentation. En pratique, les modèles, ils sont pas trop durs à obtenir, c'est pas la partie la plus intéressante. Implémentation, ça fait plaisir aux gens qui aiment beaucoup coder, mais c'est pas la partie essentielle. Il y a plein de librairies pour faire nos modèles à notre place. Ensuite, le second point qu'on va aborder ce soir, c'est l'entraînement. Et notamment, on va parler de la puissance du calcul qui est essentielle et qui est de plus en plus nécessaire, et il en faut de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de données, des architectures de plus en plus grandes, donc des IA de plus en plus lourdes, et ainsi de suite. Troisième partie, l'évaluation. Et là, cette fois-ci, on ne va pas parler de l'évaluation mathématique, est-ce que notre modèle est bon ou pas. On va regarder des exemples et on va faire une introduction aux attaques adverses, que vous avez peut-être vu lors de la présentation du Tour des Assauts, Bouge la Science, etc. Vive la Science, vive la recherche. Donc là, on baisse des modèles aux attaques adverses, et on va voir qu'en fait, nos modèles sont extrêmement pas fiables, et que c'est pour ça que les réseaux de neurones et le problème des black box, des boîtes noires, posent énormément de problèmes. Et enfin, il y aurait la mise en service, mais ça demandera encore... il y a un cours de 6 semaines là-dessus, je crois, disponible en ligne. Bref, pas par nous, parce que ça demande beaucoup de temps. C'est un cours à part entière. On va commencer donc avec les données. La data qui est cruciale, et c'est la partie avant l'entraînement. Encore une fois, c'est chronologique, hein. Avant, pendant, après, comme ça on n'oublie pas. Donc la data, c'est le point crucial qu'il faut bien prendre en compte avant l'entraînement. Tout d'abord, il va falloir récupérer les données. Et là, j'ai dit, la puissance des géants du web, par exemple, les géants de la tech, c'est d'avoir de la donnée. Nous, on en a moins, surtout que donc les jeux de données sont rarement libres d'accès, et comme je dis, avoir de la donnée, c'est être puissant. Il y a quand même des jeux de données qui sont libres d'accès, qui nous permettent de tester nos intelligences artificielles. Et c'est des jeux de données qui vont nous permettre de comparer les modèles entre eux dans les papiers scientifiques. Donc, tout le monde utilise le même jeu de données. Et ensuite, on entraîne nos modèles sur le même jeu de données pour pouvoir les comparer, parce que sinon, on ne pourrait pas comparer les performances entre deux IA différentes. Mais voilà, sinon, de façon générale, en industrie, les datasets sont rarement libres d'accès et sont réellement une monnaie d'échange. Le second point, c'est l'étiquetage à la main par des humains. On va tout de suite soulever la problématique de ça. Imaginez, il y a 15 millions d'images. Toutes les images ont dû être étiquetées à la main, ça pose beaucoup de soucis. Et un autre souci que ça a posé, c'est que dans certaines tâches, l'étiquetage, il confronte les gens qui s'occupent de la création du jeu de données à des postes, à contenu que je ne citerai pas, mais si on veut détecter des posts à contenu sensible sur Facebook, il faut bien que quelqu'un se charge de dire si le contenu est sensible ou pas. Et ça pose un problème éthique dans la création même du dataset du jeu de données. Donc on va continuer, avant de continuer, dans les datasets libres d'accès, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de SpaceX par exemple. Et voilà, vous êtes en pôle projet, vous vous dites j'aimerais bien faire une IA qui prédit si ma fusée va se crasher ou pas. Sauf que les données de SpaceX, vous ne les avez pas. Vous n'avez pas de données de fusée en général. Donc à aucun moment vous pourrez faire une IA qui prédit si SpaceX va se crasher parce que vous manquez de ces données. Donc on voit que selon des problèmes spécifiques, si on n'a pas les données, on ne peut pas faire notre IA. On peut concevoir le modèle de l'IA, l'envoyer à SpaceX et espérer qu'ils s'en servent, mais je pense qu'ils ont des ingénieurs qui sont un peu meilleurs que nous. Donc la seconde partie, c'est l'étiquetage des données par des humains. Et j'adore cet exemple, c'est le CAPTCHA, parce que lorsqu'on fait le CAPTCHA, finalement, on entraîne un peu une IA. C'est-à-dire que souvent, il y a deux images avec deux images à cocher, avec des cases à cocher. Et pour prouver que vous n'êtes pas un robot, il faut que vous cliquez sur les feux tricolores. En pratique, ça marche plus trop bien, puisqu'il y a des IA qui sont bien meilleurs que nous, et parfois, qui sont plus rapides que nous pour cocher les cases. Mais c'est un moyen d'entraîner ces fameuses IA. Sauf qu'on ne sait pas, personnellement, je ne sais pas à qui vont ces images. Donc je pense qu'on donne l'argent à quelqu'un. Mais voilà, c'est une autre façon d'étiqueter des images. Et donc le troisième point dans la récupération des données, c'est le problème de la récupération des données sur le web. Parce que les datasets sont rarement libres d'accès, mais il y a quand même des grands datasets qui sont publics. On a Wikipédia, on a Reddit, voilà, souvent c'est les posts Twitter si on a l'API. Bref, souvent il y a des grosses sources de données qu'on peut récupérer, souvent pour le traitement de texte, et on récupère sur le web. Le problème là qui va encore se poser, c'est un problème éthique de récupération de données confidentielles personnelles. Prenons l'exemple de GPT-2. GPT-2, pour rappel, c'était une IA où on mettait une requête en entrée et ça nous complétait le texte.
Sauf qu'ici, on a commencé avec la requête un début d'adresse, et il y a complété l'adresse avec la suite de l'adresse, le nom, prénom de la personne, le fax, l'adresse mail, bref, toutes les données personnelles du gars. Et on se dit que si GPT-2 est rendu public, on rentre le début d'une adresse et le modèle lui donne la suite de l'adresse de quelqu'un. Donc voilà, ça pose des problèmes de récupération des données, quelles données on peut utiliser pour l'entraînement de nos intelligences artificielles. Maintenant qu'on a récupéré les données, on va voir comment ça influence notre IA. Et ça, c'est aussi important que la récupération des données, de bien comprendre qu'est-ce qui va se passer avec les données qu'on a choisi d'utiliser. Donc l'influence des données, elle est de plusieurs sortes. Donc tout d'abord, notre dataset va être représentatif de biais humains. Ça veut dire que si votre dataset est biaisé, s'il y a des problèmes de... Enfin, s'il y a des biais dans le dataset, on pense aux posts Twitter qui peuvent être assez complotistes parfois, etc., bah, votre IA va être susceptible de les reproduire. Ensuite, il y a le problème de manque de généralisation si le dataset est mal équilibré. On va voir un exemple très concret juste après, mais si vous avez 1000 classes à prédire, qu'il y a une classe qui, sur ImageNet, s'il y avait 1000 classes à prédire et qu'il y a une classe qui n'est représentée que sur une image sur les 15 millions, jamais votre IA sera capable de la retrouver. Et ensuite, on a le problème d'apprentissage par cœur des données. Donc ça, c'est l'exemple qu'on a montré juste avant, notamment avec GPT-2, où l'IA prenait par cœur des données. Les exemples, manque de généralisation si le dataset est mal équilibré. Exemple avec des billes, et ensuite on verra l'exemple un peu plus concret. Mais là, ça parle beaucoup. C'est-à-dire que si on a un dataset avec 50 billes, 48 billes oranges et 2 billes bleues, et qu'on demande à l'IA de prédire la couleur de la bille en fonction de la taille, bah, si l'IA ne prédit que des billes oranges, elle aura 96% de précision. Et nous, naïfs programmeurs, on voit 96% de réussite, on se dit, bah, mon IA, elle est super forte. Sauf qu'en pratique, elle n'a jamais prédit de billes oranges, de billes bleues. Donc elle est claquée. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret. Et en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Si sur un jeu de données, on n'a pas de personne noire, c'est pas l'IA qui est fondamentalement raciste, ni les créateurs de l'IA qui sont racistes, c'est juste que dans la partie du jeu de données utilisée pour l'entraînement, il n'y avait pas de personne noire. Donc l'IA n'a pas été capable de l'apprendre. Mais si on utilise tout le jeu de données qui est beaucoup mieux équilibré, on n'aura pas ce problème. Mais ça colle au problème de manque de représentativité. C'est pas le problème de... c'est pas le problème de représentativité des biais humains, c'est vraiment un problème de généralisation, c'est-à-dire que c'est pas un dataset raciste, c'est juste que le dataset ne présente pas toutes les classes pour que l'IA puisse apprendre. Maintenant, on va voir des représentativités des biais humains. Et pour ça, on va mentionner une IA qui est très connue, c'est Tai, une IA de Microsoft qui a été lancée sur Twitter, vraiment la pire place, le pire endroit pour apprendre. On a lancé Tai sur Twitter, et on a dit bah, tu vas parler avec des gens et tu vas apprendre en direct. Sauf que bah, les gens ils étaient au courant, ils ont commencé à lui insinuer des propos complotistes, voilà, vous pouvez imaginer tout ce qu'il a pu leur dire. Et à la fin, lorsqu'on demande à Tai est-ce que tu crois en l'Holocauste? Pas vraiment. Ça pose des grosses questions d'éthique, voilà, et Microsoft a retiré son IA quelques heures après l'avoir lancé. Autre exemple qui n'a pas été publié parce que ça posait également de gros soucis, c'est OpenAI GPT-3. En pratique, on ne peut pas s'en servir librement. Parce que l'IA, on lui donne une phrase en entrée et elle complète la phrase. C'est pas que les créateurs sont racistes, encore une fois. Ils n'ont pas volontairement inculqué à l'IA de biais. C'est juste que dans le dataset utilisé, l'IA a fait un amalgame, a commencé à assimiler ce genre de biais, mais parce qu'on ne lui a pas donné de fondement éthique, de morale ou quoi que ce soit. C'est purement parce que le dataset était biaisé à la base. Mais on voit les problèmes que ça peut causer, c'est-à-dire que si on met en liberté ce genre de texte, les IA futures vont apprendre sur ce genre de texte et on pourrait avoir un enchaînement de datasets de plus en plus biaisé et ça pose réellement de grosses questions. Donc voilà, là on a vu l'influence des données et comment on récupère les données. Est-ce que vous avez des questions sur la partie récupération des données et influence des données? Pas de questions? Si? Ouais. Wow. Ça dépend du RGPD. En pratique, il est obligé de te comparer aux autres pour te reconnaître, mais je ne sais pas si ça dépend de chaque modèle, je pense. Est-ce qu'ils ont même le droit de te rajouter à la base de données?
Ça, il faudrait voir dans ton contrat de confidentialité que tu n'as pas, sûrement pas lu, moi non plus. Mais savoir. Mais a priori, on va le voir dans la dernière partie avec la réglementation de l'Union européenne. Ce genre de problème devrait ne plus se poser parce que ça sera tout simplement interdit. Mais actuellement, je ne sais pas comment ça marche, honnêtement, il faut voir au cas par cas. D'autres questions? Non? Ok. Donc on va voir la seconde partie, qui est la puissance de calcul donc pendant l'entraînement. Donc voilà, on va prendre à nouveau l'exemple de GPT-3, parce qu'au-delà du mythe de toutes ses capacités, quasiment son omnipotence, GPT-3 c'est surtout un mastodonte avec 175 milliards de paramètres. Pour donner un ordre de grandeur, ça serait 700 Go de RAM. Ma carte graphique en a 6. On voit la taille du hangar dans lequel on met tous les cartes graphiques. Très ventilé, etc. Surtout que le dataset, c'est plusieurs centaines de téraoctets, je crois. Enfin bref, c'est monstrueux. Ça pose de gros problèmes. Tout d'abord, c'est cher. On estime qu'il faut au moins 5 millions de dollars pour l'entraîner. En pratique, avec tous les intérêts économiques d'OpenAI, on se dit qu'ils ont sûrement payé plus cher. Ils avaient un partenariat avec Microsoft, si je me souviens bien. Mais au-delà du prix, on peut se dire, bah, tant mieux pour eux, ils ont envie d'entraîner une grosse IA. C'est un impact carbone extrêmement fort. C'est-à-dire que ça, c'est un grand hangar extrêmement ventilé. On estime que entraîner GPT-3, c'est une centaine de voitures, je crois, sur toute leur durée de vie. Bref, enfin, c'est extrêmement polluant. J'exagère peut-être les chiffres, mais on n'en sera pas loin dans pas longtemps. Et pour vous donner un ordre de grandeur, GPT-2, le petit, il se pesait là. Là, en janvier 2020, on avait Microsoft qui a fait un modèle à 17 milliards de paramètres. GPT-3 en juin à 175 milliards de paramètres, c'est pas à peine de nous afficher. En 2021, les Chinois, avec Budao, ils ont fait une IA à 1,75 trillion de paramètres. Et on voit que tous les mois d'un an, la taille des réseaux de neurones augmente de fois 10. Sauf que vous connaissez la loi de Moore. Tous les 2 ans, la puissance de calcul elle augmente de fois 2. Donc la puissance de calcul ne suit plus du tout les progrès d'intelligence artificielle. Et ça, c'est notamment dû à un nouveau modèle d'intelligence artificielle de réseau de neurones, qui sont les transformers. C'est mettre de la puissance brute et espérer que ça marche, et ça marche. Donc voilà, on a dit, on fait une taille x10 tous les ans pour les IA de langage. Donc on n'arrive plus à suivre la puissance de calcul, il faut de plus en plus de cartes graphiques en parallèle pour réussir à suivre. Il y a d'autres architectures, voilà, mais en pratique c'est extrêmement coûteux et ça a surtout un impact énorme en écologie, c'est-à-dire que la consommation énergétique de l'intelligence artificielle ne cesse d'augmenter. Et pour ça, il y a des gens qui appellent à partager les poids, donc à partager les modèles, hein, tous les paramètres, on les partagerait pour que ça soit moins coûteux en termes écologiques à entraîner. Sauf que ça pose des problèmes parce que s'il n'y a que OpenAI qui est capable d'entraîner ça, ils ont un peu le monopole sur ces modèles-là. Et c'est pour ça que grâce à des sociétés comme Hugging Face qui a vraiment popularisé les transformers dans l'industrie, on est capable d'utiliser un peu la même architecture mais à des échelles un peu plus réduites. Et un truc très intéressant, c'est que le Transformers, quelques mois après sa création, s'était lancé dans l'industrie grâce à ce genre d'entreprises privées qui ont réellement essayer de rendre la recherche accessible à tout le monde, notamment pour les chatbots et le traitement de langage. Donc voilà, là on voit vraiment que la puissance de calcul c'est un vrai problème parce que tout le monde n'a pas accès à des clusters de GPU et il semble que la puissance de calcul soit de plus en plus importante et nécessaire dans le futur. Est-ce que vous avez des questions sur la seconde partie des problématiques de l'ingénieur en IA? Là on voit que c'est une vraie problématique pour le coup. Ouais. Un Transformers, je vais t'expliquer très simplement. En pratique, tu vois une phrase. Une phrase, ça peut être découpé en mots. On peut enlever de là parce que ça sert à rien. Bref, il y a des mots. Sauf qu'on va dire que les mots, tout seuls, ils veulent rien dire. Ils veulent dire des choses dans le contexte de la phrase, voire dans le contexte du texte. Donc on va regarder la place de chacun des mots les uns par rapport aux autres. Donc dans un texte de 100 mots, il y a 100 choses à regarder. On va tout comparer les uns avec les autres et on va essayer d'apprendre les mots qui ont plus de liens les uns avec les autres. Et ensuite, on va pouvoir faire plein de choses comme générer du texte, décoder, connaître les sentiments d'un texte, etc. Mais voilà, c'est une grosse architecture. Je ne vais pas rentrer en détail là parce que c'est très compliqué. Mais il y aura très certainement une formation plus tard dans l'année sur les Transformers. La question, c'était c'est quoi un Transformers? Mais voilà, donc on a là
une architecture qui sera extrêmement puissante et je vous invite à revenir plus tard dans l'année lorsqu'on aura la formation dessus. On l'expliquera bien en détail. D'autres questions? Non? On va voir donc la troisième partie d'un projet, enfin des problématiques de l'ingénieur en IA, c'est la robustesse des modèles. Et là, encore une fois, j'ai dit, on ne va pas regarder la séparation des jeux de données en train, test, valide test, etc. C'est des trucs un peu relous. On va regarder les attaques adverses. Alors, un exemple d'attaque adverse, c'est cette image qui est extrêmement connue. C'est-à-dire qu'on a entraîné une IA à détecter des images. Ici, elle va dire que c'est un panda à 60% de confiance. On rajoute un peu de bruit blanc, un peu orienté, voilà, ça suit un gradient, du bruit, etc. Une méthode. Et l'IA, ensuite, lorsqu'on ajoute le bruit, elle va prédire qu'elle voit un gibbon à 99,3% de confiance. Donc là, on se dit, bon, c'est mignon, l'IA, elle s'est trompée, elle voit... Nous, on ne voit pas la différence, hein, mais l'IA, elle voit vraiment la différence. Elle dit, je ne vois pas un panda, je vois un gibbon. OK. Maintenant, on va voir un cas concret, voiture autonome, un panneau stop. Sur lequel, là, on a collé des autocollants, mais ça peut très bien être des graffitis qui ont été faits au hasard par des gens, au petit bonheur la chance. L'IA, elle confond le stop en 70 km/h. C'est extrêmement grave. Vous mettez ça devant une école, c'est toute une classe de CM2 qui s'en va. Mais c'est un problème bien réel parce qu'un graffiti, c'est n'importe qui peut dessiner sur un panneau stop. Et c'est pour ça que l'IA a encore beaucoup de progrès à faire, notamment avant de pouvoir faire rouler des IA sur la route. Ça, c'est un exemple avec des images. On va voir un exemple avec du texte. Donc ici, c'est une critique de film. Une critique de film chinois, je sais pas quoi. L'IA va prédire que la critique est plutôt positive. Ils aiment bien, la critique est bonne. On fait une faute de frappe, l'IA dit que la critique est mauvaise. On change film en footage, l'IA dit que la critique est mauvaise. Donc là, c'est pas grave, c'est des critiques de film. Maintenant, imaginons qu'on fait une IA qui traite des CV. Ben, si vous faites une faute de frappe volontaire, si vous changez un mot dans votre CV, vous passez de tout en bas de la pile à tout en haut de la pile. Bon, c'est les CV. Un avocat qui doit défendre l'accusé. Ben, en faisant une faute de frappe dans son compte-rendu, il fait peut-être faire passer son accusé de criminel à non coupable. Donc on voit réellement la gravité de la chose, c'est-à-dire que l'IA n'est pas du tout robuste à ce genre d'attaque. Et là, on parle vraiment de faute de frappe ou de changer un mot à un autre. On voit vraiment ce genre, enfin, quel problème ça peut poser dans une société où l'IA aurait beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un exemple avec la robustesse des modèles. C'est tout pour cette partie, mais on va voir ensuite, en voyant ça, pourquoi il faut absolument réglementer dans l'IA, dans la dernière partie de cette formation. Est-ce que vous avez des questions sur la troisième partie? Pas de questions? Restez bouche bée. Est-ce qu'il y a des questions de l'autre côté de la France? Toujours pas? Ok. Donc on va juste voir l'IA aujourd'hui, faire de l'IA, parce que là on a raconté plein de choses. En pratique, il y a des outils pour faire de l'IA. Ces outils, nous on utilise beaucoup Python, même si beaucoup de gens disent que c'est lent. En pratique, les librairies utilisent accélèrent beaucoup les calculs. Et c'est un langage très facile à utiliser, très haut niveau. Je vous invite à venir à tous nos TP pour apprendre à vous en servir. Le TP Algogène n'était pas du tout représentatif, si vous êtes allé, de tout ce qu'on peut faire en intelligence artificielle. Une des premières librairies qu'on va pouvoir utiliser, c'est Scikit-learn, que vous utiliserez beaucoup cette année dans certains cours, par exemple en statistique, par exemple, qui permet de créer les jeux de données, de faire de la classification et ce genre de choses. Nous, ce qu'on aime, c'est les réseaux de neurones, et pour ça, on a 3 librairies majeures. C'est TensorFlow, PyTorch et JAX. J'ai laissé aussi grand qu'avant. Ce sont des librairies qui vont faire de l'accélération de calcul sur le cadre graphique et qui nous permettent de faire des réseaux de neurones beaucoup plus grands et accélérer le calcul. Ça nous permet vraiment à tous de faire des réseaux de neurones de façon très simple. On met juste des lignes les unes en dessous des autres, et juste comme ça, on peut avoir un réseau de neurones. Et ensuite, bah là, c'est compliqué, on ne sait pas trop comment s'en servir. Pour ça, l'IA, c'est génial, parce qu'on a une grande communauté, avec notamment le Stack Overflow, quand vous ne comprenez pas un truc sur les modules, la chaîne Automatan et le site pour toutes les formations. Et ensuite, sur YouTube, ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, c'est que vous vous posez une question, vous allez chercher sur YouTube, il y a forcément un gars qui a fait un cours, un gars ou une fille qui a fait un cours, bref. Il y a vraiment un partage de la connaissance en intelligence artificielle qui est phénoménal, et c'est pour ça que c'est trop agréable de travailler là-dedans. Parce que voilà, c'est vraiment un domaine en pleine expansion, et comme on l'a montré, ça date d'il y a seulement 10 ans, les dernières recherches en réseau de neurones, et on est encore largement
on surfe encore sur la vague. Il y a peu de domaines de recherche qui peuvent encore se vanter de ça. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième partie sur le présent de l'IA. Si vous avez une question sur la partie en général, sinon on va conclure avec la réglementation de l'IA et le futur de l'IA. Pas de questions? Donc on va passer à la dernière partie, donc la réglementation de l'IA. On l'a vu avec nos attaques adverses qu'il fallait absolument savoir ce qui se passait dans l'IA et il fallait absolument la réglementer parce que les impacts des prédictions d'un modèle d'intelligence artificielle peuvent être phénoménaux. Et donc voilà, d'où réglementer l'IA. Et si l'Europe est des fois en retard sur faire de l'IA, elle n'est pas en retard ici sur comment réglementer l'IA. Et pour cela, elle a proposé une réglementation qui est encore en cours de vote, je crois. On classifierait les IA en 4 catégories. La première catégorie, ce sont les IA à risque minimal. Donc les IA qui ne vont pas impacter l'humanité entière, qui n'impactent pas grand monde au final. Donc les filtres anti-spam, les jeux vidéo. Bon, nous, ça nous embête parce que nos spams, ils vont être envoyés là-dedans, mais tant pis. Mais voilà, ce genre d'IA qui ne sont pas très graves et qui ont un risque minimal. Le second type d'IA, ça va être les IA à risque limité, donc tout ce qui va être chatbot. Tant qu'on prévient qu'on est face à une IA, c'est pas grave. C'est amusant de se dire que, enfin amusant, moi je trouve ça amusant en tout cas, de se dire qu'un jour il faudra prévenir qu'on est face à une IA sur un chatbot, parce que comme on l'a dit avant avec GPT-3, on peut se poser la question. Et il y a GPT-4, GPT-5, etc. on suppose. Donc voilà, il y a les IA à risque limité, et ensuite on va attaquer des IA qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus même dangereuses. Donc tu vas voir les IA à risque élevé, c'est toutes les IA dont on a parlé dans la partie sur les attaques adverses. Donc les IA dans le transport, les voitures autonomes et tous les autres types de transport, il faut absolument savoir ce qui se passe, et donc pour cela on demande une transparence totale pour ce genre d'IA. Tout ce qui va être accès à l'éducation, accès à l'emploi, donc on l'a vu avec le traitement de CV, peut-être que Parcoursup prend là-dedans, je ne sais pas qui va se charger d'écrire tout le dossier. Et ensuite, tout ce qui va être justice ou processus démocratique, parce qu'on l'a vu, la justice peut être énormément impactée par l'IA, ou le processus démocratique, on l'a vu avec la manipulation des masses, avec Cambridge Analytica, etc. Il y a réellement de gros enjeux et des gros soucis à se faire avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dernière catégorie, le bout de la flèche, les IA à risque inacceptable. Et là, on a la manipulation du comportement et les scores de société. Scores de société, on sait à quoi ça fait référence, hélas. Et tout ce qui va être manipulation du comportement, on peut se demander si tout ce qui va être algorithme de recommandation, YouTube, etc., ne modifie pas finalement notre comportement. Et on laissera à la Commission européenne le choix d'appliquer la réglementation aux différents industriels actuellement. Donc voilà, ça c'est tout pour la réglementation de l'Union européenne. On va conclure avec un petit rappel des formations de rentrée, à moins que quelqu'un ait des questions, évidemment, sur cette partie-là. Pas de questions, c'est clair. Donc on va conclure avec un petit rappel des formations à venir. Tout d'abord, demain, vous avez l'introduction au réseau de neurones à 20h ici. Vraiment, ne vous inquiétez pas, il y a des maths, mais c'est très intuitif et ça permet réellement de comprendre ce qui se passe dans la fameuse boîte noire. Il y aura la redondance du TP algogène jeudi pour revenir voir si vous voulez continuer le TPE ou le commencer avec nous. Ensuite, introduction au réseau de neurones convolutif pour apprendre à utiliser des réseaux de neurones pour traiter des images de façon efficace. Puis un TP à utilisation de TensorFlow Keras, qui est un des modules qu'on a présenté. Donc là, dans ce TP-là, on fera des réseaux de neurones. Et enfin, on utilisera des réseaux de neurones parce que dans ce TD, ça sera du code en live, on fera un réseau de neurones from scratch avec NumPy. Donc là, si vous voulez réellement comprendre ce qui se passe dans le réseau de neurones, c'est à cette formation qu'il faut venir.